Donc aujourd'hui, il y a une concertation qui est lancée par la métropole européenne de Lille sur la future déchetterie de Wattrelos, qui est une déchetterie nouvelle génération. Si certains veulent qu'on leur reprécise ce que c'est qu'une déchetterie de nouvelle génération, on l'avait dit la précédente fois, mais on le redira cette fois pour que tout le monde ait bien les mêmes bases et les mêmes informations au même moment. Nous avions eu donc précédemment une réunion lors de laquelle nous avons apporté des informations et aujourd'hui c'est bien un atelier de concertation que nous allons avoir, c'est-à-dire que toutes les idées que vous pouvez avoir, que vous avez envie de suggérer, sont vraiment les bienvenues. Je dis ça, toutes les idées, j'insiste sur toutes parce qu'il n'y a pas de votre côté à avoir de souci de faisabilité. La question de la faisabilité, finalement, c'est à la métropole européenne de Lille de le dire et de le dire ultérieurement, mais pour l'instant, l'important, c'est d'enregistrer des idées avec des points de vue que vous pouvez avoir ou avec aussi des choses que vous avez vues ailleurs et vous avez trouvé que ça marche et donc de le mettre au pot commun. Donc moi, je suis l'animatrice, donc Muriel Pernin. Je vais vous présenter le cadre, hein, je vais être là toujours pour vous présenter le cadre et vous donner les informations de base. Pour autant, je vais être aidée puisque moi, mon métier, c'est l'animation, mais ce n'est pas de construire des déchetteries, même si je connais bien le sujet. Et je vais être aidée notamment par Marie-Claire Nérins, dont le métier est justement le sujet des déchetteries à la métropole européenne de Lille. Donc, qui interviendra comme elle l'a fait la dernière fois avec des éléments techniques, si vous avez besoin de ces éléments techniques. Et puis, nous aurons aussi l'assistance de Nicolas Roussat, d'Elsimaï Environnement, et qui représente le bureau d'études qui accompagne l'AMEL de façon technique sur la manière de penser cette déchetterie nouvelle génération. Ensuite, différents intervenants aussi qui seront là et qui prendront la parole que je cite pas tout de suite, hein, mais qui pourront intervenir, soit parce qu'ils sont élus, soit parce qu'ils sont techniciens et qui interviendront qui prendront la parole quand ils le souhaitent pendant cette soirée. Alors, comment ça va se passer? Vous avez une petite diapo qui vous donne les éléments. Ça va être très rythmé. On essaye de finir, mais la dernière fois, pareil, on avait bien tenu notre cadre. Et c'est aussi la qualité d'une réunion de savoir de la commencer à l'heure et de la finir à l'heure. Donc 19h45, normalement, on s'arrête. C'est une séance qui est enregistrée, je le redis. Donc si vous ne voulez pas apparaître, vous coupez votre vidéo. Vous avez un chat qui vous permet de poser vos questions et normalement, moi, je fais à peu près tout en direct, écouter, lire le chat et donner la parole. Et j'oublie généralement personne. S'il y avait trop de questions, à ce moment-là, et qu'on ne puisse pas à tout répondre à tout, à ce moment-là, on reviendrait ensuite vers vous avec une réponse ultérieurement. Voilà. Je vais commencer par vous donner un point un petit peu général des éléments qu'il faut avoir en tête, hein, notamment sur le site. Donc là, tant d'informations assez courts. Et puis ensuite, on aura 3 temps. Premier temps, l'accès à la déchetterie. Comment ça marche, cette chose-là, avec 25 minutes, 5 minutes de présentation et après 20 bonnes minutes d'échange. Ensuite, un sujet sur la performance environnementale de l'équipement. Pareil, 5 minutes de présentation et le reste consacré à la concertation. Et enfin, dernier temps, sur l'aménagement paysager et la biodiversité. Idem, 5 minutes et ensuite on discute. Si tout le monde est OK, on y va. Alors, on lance les choses. Donc, tant d'informations. Hein, c'est le seul moment où c'est vraiment tant d'informations, j'explique et après on passe à l'atelier. Donc, c'est le sujet de l'implantation. Donc, cette implantation, elle a été réfléchie hein, et elle est sur un site qui s'appelle PCUK. Donc, ça, c'est un petit mot un peu technique pour dire que c'était un site industriel qui est en reconversion et qui va vers un nouvel avenir. Le site, dans sa globalité, donc là, vous le voyez, avec délimité par ces bords rouges. C'est un site qui fait 46,6 hectares, presque 47 hectares,
qui est localisé sur les communes de Wattrelos et de Lers et qui est situé à peu près le long du canal de Roubaix et du Riet de l'Espierre. Voilà, point d'information. Ce site, il a une histoire qui a commencé au début du XXe siècle et qui nous emmène jusqu'à 1984 et qui avait une affectation qui était au métier de la chimie. On a aujourd'hui sur ce site une présence de 3 terrils, 2 terrils de charret de chrome et 1 terril de phosphogypse. C'est un site qui aujourd'hui est une propriété de la métropole européenne de Lille. Hein, donc, y a pas, moi, je vois des fois des dossiers où on a un sujet de comment on va acheter, etc. Là, il est propriété et donc c'est très bien puisque la métropole est chez elle, je dirais. On a eu une première phase de requalification qui a duré entre 2004 et 2010. Et maintenant, nous arrivons à une deuxième phase de requalification. Cette deuxième phase de requalification, vous voyez, on a deux bords, là, un bord rouge et un bord noir. Donc, le bord rouge, c'est bien l'endroit où on va créer cette déchetterie nouvelle génération avec un objectif qu'elle soit terminée en 2024. Et enfin, à côté, c'est-à-dire au moment où en gros on termine la déchetterie, ou un an après, quelque chose près, c'est à peu près pareil, on lance la conception d'une zone humide qui va permettre de recréer un habitat naturel pour les petites bêtes et les petites plantes qui sont bien dans l'humidité et dans l'eau. Voilà pour les éléments, on va dire, bruts d'information. Maintenant que j'ai apporté ces éléments, et si jamais vous avez des questions sur ces éléments, on les réinjectera au fur et à mesure. Hein. Premier atelier, donc, qui est ouvert, premier atelier de concertation, c'est l'accès à la déchetterie. Alors, l'accès à la déchetterie, aujourd'hui, c'est un sujet, je dirais, quasiment partout en France. Si on avait fait cet atelier de concertation il y a 10 ans ou il y a 15 ans, je peux vous assurer qu'il n'y aurait pas eu ce sujet dans la discussion. Pourquoi? Parce qu'en gros, ce qui était important, c'est qu'il y ait une déchetterie et qu'on puisse, et ma foi, on ne se posait pas trop la question de savoir comment on y accédait, par quelle voirie on y accédait. Et puis, depuis, je dirais à peu près, nous, ce qu'on ressent, hein, sur tous les dossiers qu'on peut mener en France, c'est que depuis à peu près 2 ans, on a une affluence de gens qui viennent dans les déchetteries. Et si on n'a pas prévu une voirie, je dirais, parallèle à la voirie grand public, eh ben, on a de l'encombrement et on a des bouchons, avec aussi des excitations et des gens qui doublent et des problèmes qui sont entraînés, des problèmes finalement qui deviennent vite de voisinage, hein, liés à cette affluence. Alors, le positif, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vont dans les déchetteries. Le négatif, c'est que ça peut créer de l'agacement. Et donc, il faut trouver une solution, et pas quand ça se passe, mais essayer de la trouver en amont, et c'est notre sujet aujourd'hui. Donc, une voie d'accès spécifique, ça c'est sûr, tout le monde est d'accord. Donc là-dessus, je dirais qu'il n'y a pas de problème. Et ensuite, bien évidemment, il y aura la réalisation d'un plan de circulation qui va permettre de favoriser, faciliter, fluidifier ce trafic. Quand on regarde notre diapo, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la déchetterie, elle est là, à côté du boulevard Pierre-Mendès-France. En plus, plus on a une voirie forte, si vous voulez, et moins il faut qu'on ait de problèmes de circulation. On voit que dans la proposition qui est faite ce soir, on a une rue Bec qui va être un petit peu allongée pour qu'ensuite on ait une petite ramification. On voit bien hein, qu'elle vient se coller sur la rue Bec prolongée, comme ça, et qui va être notre accès à la déchetterie. Donc ça, en tous les cas pour moi, vu de l'extérieur, mais connaissant ce type de dossier, c'est plutôt positif dans le sens de, on sait d'emblée que la circulation du boulevard Pierre-Mendès-France, tout est fait pour que l'impact soit le plus limité possible. Diapo suivante. La question qui va nous être posée ce soir,
C'est OK, très bien, mais quelle amplitude horaire? Alors, l'amplitude horaire, on a une base. La base, elle serait la suivante. 7 jours sur 7. Ouverture 7 jours sur 7. Ça, on est à peu près d'accord avec ça. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, une amplitude qui va de 7h30 à 19h. Donc, grosse amplitude horaire. Et le dimanche, de 8h à 13h. Jusque-là, tout va bien. Vous nous direz si vous pensez que c'est intéressant, s'il faut un peu plus, s'il faut un peu moins. S'il fallait un peu plus, pourquoi est-ce qu'il faudrait un peu plus? C'est que peut-être, demain, et ça on l'avait vu la dernière fois, on aura un magasin du réemploi. On aura un jardin composteur. Certains ont dit, là, dans des espaces de concertation ouverts sur lesquels on pouvait mettre un mot, mettre une suggestion, etc., que ça pourrait être intéressant d'ouvrir aussi le dimanche après-midi. Donc, c'est toujours la question de l'accès. Accès physique par la route et accès en termes d'amplitude horaire. Aujourd'hui, nous n'allons pas savoir, ça sera le prochain atelier. Aujourd'hui, on ne va pas déterminer sur magasin du réemploi et jardin composteur, ça sera la prochaine fois, mais on peut déjà se dire, est-ce qu'on pense qu'une ouverture le dimanche après-midi nous semblerait pertinente, ou si au contraire, on se dit le dimanche après-midi, tout le monde doit se reposer, et donc il n'y a pas d'accès. Ben, c'est un peu le sujet des fois, Marie-Claire. Il y a des gens qui disent qu'il faut se reposer le dimanche après-midi. Donc voilà, c'est pour ça que je l'apporte aussi en ces termes au débat. Donc ça sera à évoquer aujourd'hui. Voilà. Ensuite, autre sujet qui est important sur l'accessibilité. On le sait tous, quand on va à la déchetterie, bon, ok, on est rentré à l'intérieur. Et à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Généralement, on a un agent qui vient et puis qui nous dit, bon, alors, qu'est-ce que vous avez dans votre voiture? Alors, j'ai du papier, j'ai du carton, alors là, vous allez à telle benne, là, vous allez à telle benne, etc. Pour autant, quelquefois, on voit qu'à l'intérieur, on est tous les uns derrière les autres, qu'il n'y a pas de fluidité, que finalement, il y a eu des fluidités sur la voirie d'accès, mais il n'y en a plus du tout à l'intérieur. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait pour ça? Est-ce qu'à l'intérieur, on fait déjà une première zone d'accueil? C'est une idée. Est-ce qu'on pense que, ma foi, on a juste à patienter et on laisse faire les choses? Là, pareil, avec ce que vous avez vu, on met ça au pot commun et puis on en discute et on voit les idées que vous pouvez apporter. Voilà, je crois que j'ai donné les informations de base sur les 3 points qui semblaient importants. Donc, 1, la voirie d'accès. 2, les horaires d'ouverture. Et 3, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? La parole est à vous. Alors, quand vous voulez parler, vous faites un petit signe. On n'est pas tant que ça, donc vous pouvez vous exprimer, je trouve, assez librement. Donc, allez-y. Quand quelqu'un parle, si vous pouvez lever la main ou par la petite, vous avez aussi un petit, dans réaction, vous avez voilà une petite main que vous pouvez lever. Normalement, vous devez voir la mienne. Voilà, bref. Et puis vous avez le chat si jamais vous avez du bruit derrière vous et que vous voulez juste poser la question. Vous faites comme bon vous semble. Allons-y. Qui veut commencer à s'exprimer? Monsieur Fitaman, vous avez levé la main? Oui, c'était un geste involontaire, mais Allez-y. sans doute un acte manqué. Je vais commencer, oui. Sur l'accès, non, je me demandais simplement si, mais je pense qu'on a un technicien parmi nous qui pourra peut-être nous aider. Je vois sur le boulevard Mendes France, donc il y aurait un double voie quand on vient de la ZUP de Beaulieu et qu'on va en direction de Roubaix. Il y aurait, enfin pas une double voie, mais un accès pour la déchetterie avec une voie déterminée sur la gauche. Un des risques d'affluence, ça pourrait être là, puisqu'on peut imaginer en effet qu'une fois qu'on a passé le carrefour et qu'on rentre sur le site proprement dit de la déchetterie, là on aurait une voie assez grande pour fluidifier, mais ma petite inquiétude serait
au niveau de je ne sais pas comment l'appeler, cette voie de tourner à gauche. Je me demande simplement si elle est assez longue pour éviter les ralentissements, parce qu'on peut supposer qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de voitrelosiens en tout cas, qui viendront par ce côté-là. Les Roubaisiens viendront plutôt de l'autre côté. Bon, ben, pour les Roubaisiens, c'est plus facile, ils peuvent tourner à droite. Pour les gens qui viennent du centre ou des autres quartiers, voilà, je me demande si la longueur est suffisante, et si jamais elle n'est pas assez suffisante, vu qu'on a une certaine largeur qui est possible grâce à ce champ qui est disponible, je me demande s'il ne faudrait pas élargir la voie de façon à faire peut-être une voie d'accès, un tourné à gauche plus long. Très bien, très bien. Juste, Monsieur Fitaman, moi je sais que vous êtes élu. Oui, pardon. Si vous pouviez le dire, c'est Oui, bien. oui. Donc, je suis adjoint à la ville nature, élu à Waterloo. Très bien, merci. Alors, ce que je vous propose, c'est que comme on est peu, on peut faire questions et on a tout de suite la réponse. Donc, Monsieur Follet, je vois que vous levez la main, mais ce que je propose, c'est qu'on réponde à Monsieur Fitaman. Marie-Claire Nérins, c'est vous qui pouvez répondre sur ce sujet? J'active le son. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Alors, l'accès, il a été proposé, on est au stade pré-étude seulement, il a été proposé par la voirie. Et en fait, alors la longueur, je ne sais pas si c'est encore vraiment fixe. En tout cas, il y a quelque chose qui est sûr au niveau de la voirie d'accès. Donc, il a été défini que un carrefour à feu, déjà, ça serait contre-productif. Ça bloquerait la circulation, même avec des cycles très longs. Ça bloquerait la circulation, ce n'est pas forcément pertinent. Un rond-point, ça n'a pas été jugé intéressant non plus aujourd'hui. Mais en tout cas, sur le principe qui est aujourd'hui envisagé de voir en tourner à gauche et tourner à droite, il y a un impératif, en tout cas, c'est de ne pas, entre guillemets, consommer l'espace trottoir et voie cyclable. Enfin, piste cyclable, plus exactement. Donc aujourd'hui, on a une belle bordure une belle bordure. Une belle voie avec à la fois un alignement d'arbres, une piste cyclable et un trottoir. Et ça, il y a quelque chose qui est sûr et certain, c'est que ça, on ne va pas y toucher. Donc, après la longueur de la contrevoie, je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera. Évidemment, il faudra le maximum pour que ça n'impacte pas en remontée de fil sur la voirie du boulevard Pierre Mendès France, sur la circulation. Mais en tout cas, on ne touchera pas à cette bande aménagée. Oui. Si je peux me permettre de compléter la réponse de Marie-Claire Nérins, pardon. Donc, je me présente pour ceux qui n'étaient pas là au début. Donc, Didier Varret, donc je suis directeur en charge de la gestion des espaces publics pour la ville de Waterloo. Donc, sur un projet comme celui-ci, le stockage, il doit être pensé non pas sur la voie publique, mais à l'intérieur du site. Donc, d'où effectivement ce dessin qui amorce une voie, qui sera une voie propre. Donc, le calcul des capacités doit surtout se faire là. Il ne faut pas considérer que cette file de tourne à gauche, donc, puisque c'est le nom qu'on donne lorsqu'on fait ce type d'aménagement, il ne faut pas considérer que la file de tourne à gauche soit une voie de stockage. Elle l'est juste effectivement pour permettre donc à la voiture d'attendre de pouvoir tourner à gauche. Mais il ne faut pas imaginer, et si on en arrivait là, c'est que le dimensionnement interne aurait été mal calculé. Il ne faut pas imaginer que cette voie de tourne à gauche serve au stockage normal des futurs usagers. Très bien, merci. Alors, ensuite, j'avais Monsieur Follet, je crois que vous aviez demandé la parole. Oui. Allô, voilà, allez-y, Monsieur Follet. Bonjour tout le monde, je suis donc Richard Follet. Moi, j'habite sur ce boulevard Pierre Mendès France. En fait, il y a deux petits problèmes qui me gênent. C'est que depuis pas mal d'années, les habitants de ce boulevard se plaignent de la vitesse, du bruit. Et là, on va ajouter encore plus de circulation, même s'il y aura une voie de déstockage, on va dire. Comment on pourra gérer ce problème? Parce que le samedi, le dimanche, ça roule très vite. On va ajouter une déchetterie qui se trouve à 1,5 km
à ma droite, parce que je serai en plein centre de ces deux déchetteries. J'aurais voulu savoir comment on va vraiment remédier à ce problème de vitesse et de danger avec tous ces bruits. Parce que c'est bien beau la déchetterie, j'en suis le premier intéressé, sauf qu'il y a pas mal de choses qui me gênent par rapport à ça. Il y a la sécurité des habitants qui est mise en cause. Après, j'entends Madame Merkel, excusez-moi, vous parliez de la bordure et des arbres qui ne vont pas être retirés parce que ce n'est pas nécessaire. Mais je pense que vous devriez vous balader un peu sur cette route et vous allez voir que les arbres ils sont en train de se déraciner et qui sont un peu dangereux par rapport aux pistes cyclables. Donc, je ne pense pas que vous avez été marcher tout le long de ce boulevard pour voir vraiment le problème qu'on retrouve. Alors, je voudrais savoir vraiment quelle est la réponse apportée à ce souci. Oui, merci Monsieur Paulet. Donc, c'est Marikel Nérins, c'est pas Madame Merkel, mais c'est Marikel Nérins. Hein. Non, mais c'est pas grave, mais c'est mon rôle de rectifier. Marikel Nérins, et donc son travail, son métier, c'est de s'occuper, d'être chargé de mission sur les déchetteries à la métropole européenne de Lille. Madame Nérins, est-ce que vous voulez apporter un élément ? Après, on n'est pas forcément obligé de répondre à tout. L'idée étant, je redis, hein, aujourd'hui, on est vraiment dans un temps de concertation. Donc vous, Monsieur Paulet, ce que vous avez dit là, de toute façon, c'est noté, c'est enregistré. Et le sujet est de voir comment, avec l'expression que vous nous apportez aujourd'hui, comment on va pouvoir en tenir compte et comment ça va pouvoir intégrer le projet. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Même si on ne peut pas vous apporter une réponse tout de suite, mais c'est le sujet que vous apportez est maintenant pris en compte. Voilà, je vais dire ça comme ça. Oui, si je peux me permettre aussi de compléter, hein, puisque j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer M. Follet pour les problèmes de vitesse. Hein. La déchetterie ne va pas améliorer la situation et elle ne va pas apporter de solution par rapport à un problème de vitesse qui est indépendant. Pour ce qui est du trafic supplémentaire, il faut faire la comparaison entre le trafic existant effectivement et la fréquentation que l'on attend à la déchetterie. Donc, pour voir effectivement quel sera l'impact. Et là, je pense qu'on restera probablement dans des proportions raisonnables. Donc, mais pour ce qui est du traitement sur la vitesse, effectivement, voilà, encore une fois, ce n'est pas le projet de déchetterie qui va apporter une solution. Et donc, indépendamment de la déchetterie, je vous confirme, M. Follet, que j'ai en son temps interpellé la mail, effectivement, pour qu'il analyse un peu la vitesse et propose des aménagements de sécurité avec toutes les limites qu'ont les aménagements de sécurité par rapport au désordre que ça peut créer. Je pense aux nuisances de vibrations, de bruit aussi, hein, lorsque effectivement ce sont des coussins berlinois, des ralentisseurs. Effectivement, aujourd'hui, je vais dire qu'il n'y a pas de solution idéale. En tout cas, il n'y en a pas aujourd'hui qui nous a été proposée, mais je vous propose, si vous le souhaitez, qu'on se rencontre sur le sujet. Monsieur Follet, oui? Oui, il n'y a pas de souci, je reste à l'écoute. Très bien. J'ai d'autres questions après qui vont arriver. Oui, ce que je vous propose, c'est que je prends un petit peu les questions. Alors, Monsieur Fitaman, est-ce que vous voulez apporter une réponse là, ou est-ce que c'est une autre question que vous avez? Non, mais je vois qu'il y a un monsieur ou madame Paulet qui a levé la main. Je vais laisser la parole. Oui, alors je vais, moi dans l'ordre. Ok, très bien. Ok, pas de souci. Alors, mais je pensais que peut-être vous aviez un point précisément là-dessus. Donc, ok, je vous ai bien en réserve et j'ai bien ça en tête. Je vais d'abord donner, avant de donner la parole à Madame Paulet, je vais tout de suite après me consacrer à elle. Mais Monsieur Chenevière, vous avez mis un petit mot sur le chat et vous disiez, vous aviez un propos à apporter. Donc, je vous donne la parole. Oui, merci. Non, je m'interrogeais sur le fait que, évidemment, la déchetterie va décharger celle du Sartèle, ce qui me semble être une bonne chose. Il n'empêche que le Sartèle est une déchetterie qui est très, très fréquentée, qui est
relativement mal placé par rapport à un rond-point où on voit ce rond-point qui est souvent très encombré. En parallèle à ça, y a-t-il une possibilité d'envisager de repenser peut-être l'organisation de celle du Sartèle? Alors, je suis peut-être sur un hors-sujet puisqu'on est en train de parler de celle de Waterloo, mais avoir une Sartèle qui me semble être un peu mal agencée au sens où on est obligé de faire des manœuvres à l'intérieur avec des entrées. Et s'il y avait une entrée et une sortie, par exemple, il y aurait certainement beaucoup plus des flux beaucoup plus faciles. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable, en parallèle à une nouvelle déchetterie, d'essayer de rendre celle du Sartèle beaucoup plus accessible pour effectivement faire une meilleure répartition de l'usage de ces deux déchetteries? Alors, Marie-Claire Nérens. Alors, pour vous répondre, on a déjà en fait envisagé de modifier l'entrée-sortie de la déchetterie, ne serait-ce que pour fluidifier, comme vous le dites, les accès. Et malheureusement, en fait, on ne peut pas désaxer l'entrée de la sortie. On est obligé, ne serait-ce que pour des trafics, parce qu'en fait, on a une double voie usagers et poids lourds qui n'arrivent pas à le même accès. Et d'un côté, on a atterri sur la route départementale en arrière de la déchetterie du Sartèle, donc on ne peut pas accéder sur la départementale. Et en fait, on se retrouve bloqué dans ce coin de rue, malheureusement. Donc, il y a quand même des travaux qui sont prévus d'aménagement sur la déchetterie de Roubaix. Et justement, on attend, alors peut-être on a tort d'attendre, mais bon, en tout cas, on attend, au regard des fréquentations qu'il y a sur la déchetterie de Roubaix, on attend d'ouvrir la déchetterie de Waterloo pour vraiment la réaménager. Alors, peut-être qu'il n'y aura pas le changement au niveau de l'entrée-sortie. Pour autant, on va essayer effectivement de fluidifier les circulations à l'intérieur de la déchetterie déjà en premier lieu, et aussi d'essayer d'aménager l'accès pour éviter cet engorgement, comme tout le monde le sait. Déjà, c'est assez infernal pour les habitants de la rue, mais en plus, on a des remontées sur le rond-point. Alors, on a aussi une bonne nouvelle par rapport à ça qu'on essaye de mettre en place dès le départ. Donc, l'information n'a pas été donnée, mais là, depuis en tout cas pas aujourd'hui. Là, depuis le mois de mars, on a une déchetterie, ce qu'on appelle une déchetterie mobile qui a été installée au boulevard Pierre Mendès France à Waterloo et qui est ouverte 7 jours sur 7. Donc, ce qui est prévu, c'est un affichage, ce qu'on appelle un affichage dynamique qui va orienter les usagers qui souhaitent accéder à la déchetterie de Roubaix, qui va orienter les usagers vers la déchetterie mobile de Waterloo, donc qui est juste en face du terrain du projet, et qui va indiquer donc la déchetterie, et je ne sais plus le terme qui avait été retenu pour indiquer que la circulation est fluide sur ce site-là, et inviter les gens, plutôt que s'engouffrer vers une déchetterie qui est saturée, d'aller plutôt déposer leurs déchets vers la déchetterie mobile de Waterloo. Et ce dispositif qui sera installé, il perdurera aussi par la suite par rapport à la déchetterie de Waterloo. Donc, pour synthétiser, l'engorgement de la déchetterie de Roubaix, on va essayer de l'aspirer un petit peu vers les sites de Waterloo. Ok. Merci. Merci. Madame Paulet, je vous donne la parole. Oui, bonjour, Madame Paulet, donc habitante résidente de Waterloo. Donc, je réside à proximité de la future nouvelle déchetterie. Donc, j'ai plusieurs questions, donc, notamment l'accès des véhicules. Donc, le boulevard Mendès France est surchargé en termes de circulation actuellement. Donc, le fait qu'il va avoir cette nouvelle déchetterie va générer un afflux supplémentaire de véhicules, donc ce qui génère également une pollution de l'air, puisqu'on utilise sa voiture pour pouvoir accéder à cette déchetterie. A-t-on pensé à l'accès autre que véhicule de la déchetterie? A-t-on mesuré l'impact de cette hausse de fréquentation du boulevard Mendès France qui va générer cette pollution de l'air voilà. Et a-t-on également pensé à la réduction des déchets? Comment moins consommer et réduire les déchets? Parce que là, on est sur le traitement des déchets
Et a-t-on pensé également à la réduction des déchets, comment consommer moins pour moins produire de déchets, ou bien consommer mieux pour avoir moins de déchets. Donc voilà, ce sont mes questions. Alors, juste, je me permets de prendre la parole. En fait, les questions que vous posez aujourd'hui, mais on va vous répondre. Pour autant, ces questions-là, on les a vues déjà dans le premier temps qui a été organisé d'information où on a donné des éléments encore plus foisonnants, je dirais, ou plus nombreux sur l'ensemble du projet. Et aujourd'hui, on est bien sur un atelier de concertation qui porte sur, et là le premier temps de l'atelier de concertation, qui porte vraiment sur le sujet de l'accessibilité. Pour autant, hein, je pense que, est-ce que vous étiez là tout à l'heure quand on a projeté la diapositive qui montrait bien la voirie d'accès? Voilà, ok, très bien. Bon, ça c'est clair. Oui, en fait, tout est prévu pour l'accès aux véhicules. On est d'accord. On est d'accord. Maintenant, je pense que Madame Nérins, peut-être vous pouvez répondre sur le fait qu'il va y avoir une étude d'impact, hein, dans le cadre de l'instruction de ce dossier par les services de l'État. Nous sommes sur une installation classée pour la protection de l'environnement. Il y a donc des contraintes particulières et il y a une étude d'impact. Vous pouvez peut-être expliquer comment cette étude d'impact va être réalisée. Ça sera déjà une première réponse pour Madame Paulet. Tout à fait. Avant même de parler de l'étude d'impact, comme on disait tout à l'heure, les études de voirie, comme elles ont été réalisées aujourd'hui, elles sont encore au stade de la pré-étude. Donc, la voirie, c'est une compétence humaine. Hein. Donc, avec nos collègues, on va travailler plus en amont, plus en détail la conception de la voirie. Et pour répondre à votre question, c'est vrai que sur le schéma qu'on a présenté tout à l'heure, on monte juste l'amorce depuis la rue du Bec. Mais en fait, la déchetterie, quand on regardait le fameux rectangle rouge qui était figuré, elle est plutôt côté de centre technique municipal, plutôt en face du centre technique municipal. Elle est accolée en fait à l'usine riveraine. Et à ce niveau-là, rien n'empêche de prévoir un accès piéton, parce que justement, pour rejoindre ce que vous disiez, mais comme le disait Madame Pernin, c'est un atelier qui aura lieu plus sur les fonctions de la déchetterie. Et ce qu'on veut en plus, on envisage des animations pédagogiques, on envisage un espace réemploi où en fait on aurait un système de troc et de donnerie. Donc tout ça, c'est encore ouvert. On va en parler lors du prochain atelier. Mais forcément, une famille qui souhaite aller, entre guillemets, visiter l'espace du réemploi, s'il y en a un, c'est vrai qu'elle ne va pas forcément faire toute la longue file de voitures et elle peut très bien venir à pied. Donc, rien n'empêche de prévoir un accès à pied qui soit direct, hein, en fait, et qui ne fasse pas toute cette longue voie qui permettra de stocker, en fait, cette voie de stockage. Donc ça, bien sûr, c'est ouvert. C'est justement une très bonne remarque. C'est vrai que c'est surtout voiture, je suis d'accord avec vous. C'est comme les centres commerciaux, tout est fait pour la bagnole, mais quand on va aller d'un magasin à l'autre à pied, c'est un peu infernal. Donc, je vous rejoins là-dessus. Et donc, sur l'étude d'impact, donc, il y a en effet des études d'impact qui sont instruites par les services de l'État. Donc, c'est des dossiers qu'on dépose en préfecture qui sont instruits par ce qu'on appelle la DDTM, donc c'est la Direction départementale des territoires et de la mer, par ce qu'on appelle l'ADREAL, donc là, c'est l'aménagement des territoires. Et en fait, il y a beaucoup de différents, on va dire, services préfectoraux qui étudient ainsi les dossiers déposés. Et sur ce volet, il y a effectivement la pollution, enfin déjà l'engorgement de la voirie, mais aussi la pollution de l'air qui est un critère sur lequel on doit s'engager. C'est une méthode qu'on appelle éviter, réduire, compenser. Donc, le principe de base, c'est éviter. Si on n'arrive pas à éviter, il faut essayer de réduire. Et si on ne peut pas réduire, c'est compenser. Donc là, concrètement, par exemple, compenser, ça serait si on détruit un habitat naturel, il faut compenser en recréant un état naturel, notamment en zone humide, par ailleurs. Et réduire, c'est essayer de réduire au maximum les nuisances, notamment en termes de circulation. Mais évidemment, c'est un principe, c'est malheureusement, l'accès se fera principalement en voiture. Oui, pour autant, je pense que comme on est dans un atelier de concertation et qu'on appelle notre attention sur ce sujet, je pense que ce qui est bien, c'est que ça va être porté, je veux dire, à la réflexion et qu'ensuite, on le voit ailleurs en France où il y a d'autres systèmes qui peuvent exister
pour tout doucement permettre, enfin, il y a d'autres modes qui peuvent être réfléchis. Je dirais le fait que Madame Paulet pose ce questionnement fait qu'on y réfléchira d'autant mieux que la question est posée. Voilà, c'est ça, je pense que ce qui est important. Après, sur le sujet de la prévention, alors qu'on avait évoqué l'autre fois un peu plus, est-ce qu'on veut apporter aujourd'hui une réponse ou si on peut apporter par ailleurs des éléments plus précis plus tard, je dirais à Madame Paulet, qu'est-ce qu'on décide? Madame Nérens, dites-moi. Il y a une stratégie de prévention de toute façon qui est mise en œuvre par la métropole européenne de Lille pour amener l'ensemble des citoyens à réduire leurs déchets. Donc ça, c'est une base. On a un schéma directeur aussi des déchets qui intègre cette idée de la prévention. Donc ce n'est pas quelque chose qui serait loin, mais c'est quelque chose qui est là. Pour autant, est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments aujourd'hui ou est-ce qu'on les transmet par ailleurs à Madame Paulet? En fait, on vient d'adopter, c'est tout récent, ça date du 23 avril, le Conseil métropolitain a bien adopté un nouveau schéma directeur pour les déchets ménagers assimilés. Et c'est justement l'axe prioritaire, c'est la prévention des déchets. Il y a sa valorisation, certes, mais c'est quelque chose qu'on dit depuis déjà très longtemps. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, ça fait un peu galvaudé comme expression aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est notre grand axe pour demain, vraiment prévenir le déchet. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure potentiellement d'ateliers pédagogiques ou d'animation. C'est aussi par la sensibilisation des usagers et des citoyens. Je profite que mon collègue Aurélien Boulin est là. Il a plus suivi le schéma directeur dans sa conception. Peut-être que Aurélien, tu veux apporter un commentaire? Oui, effectivement, merci Marie-Kelle et merci Madame Paulet pour vos remarques. Globalement, effectivement, sur la fréquentation des déchetteries de manière générale et sur notre politique de prévention, donc comme le disait Marie-Kelle, on a voté le 23 avril dernier un grand plan qui se veut ambitieux sur plus ou moins une dizaine d'années, avec plus ou moins un budget de 85 millions d'euros dédié sur un grand nombre d'actions. Et l'idée, ce sera vraiment de prévenir le déchet. Dans un premier temps, c'est le premier axe, parce que comme l'a dit Marie-Kelle, le premier déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc, typiquement, notre objectif, ça va être de réduire la fréquentation des déchetteries. Et donc, ça vient aussi répondre à une problématique que vous avez soulevée sur la fréquentation du boulevard et donc par ricochet, la fréquentation de la déchetterie du Sartel, la déchetterie du projet de Waterloo. Donc voilà, ça c'est vraiment des objectifs qu'on a envie de réaliser. Et après, donc sur le volet aussi, c'est pareil, ça fera l'objet d'un second atelier, mais on a vraiment envie de mettre des nouveaux usages et ne pas se restreindre à l'usage classique d'une déchetterie qu'on connaît sur la Melle. Et notamment, ce que disait Marie-Kelle, c'est qu'on pourrait tout à fait envisager demain que des piétons, et là pour le coup on serait vraiment sur une population locale, la population de Waterloo, qui pourrait venir sur le temps d'un week-end et potentiellement venir récupérer des plus petits objets. Parce qu'aujourd'hui, la déchetterie, c'est beaucoup de gros objets volumineux. Et donc, vous l'avez bien dit, l'enjeu, c'est de venir avec sa voiture pour les déposer. Demain, on pourra récupérer aussi des gros objets avec sa voiture, mais aussi on pourra potentiellement, comme le disait Marie-Kelle, faire des zones de réemploi. Et ça, c'est un axe fort du schéma directeur. Et potentiellement, on aurait des usagers qui viendraient déposer des objets qui n'ont pas forcément vocation à atterrir à l'incinérateur du CVE ou être dans un centre d'enfouissement, mais que des usagers pourraient venir récupérer potentiellement. Et donc, par exemple, ça commence à se faire en France, mais venir récupérer des jouets pour enfants de second usage, etc. Et donc voilà, globalement, c'est aussi des éléments de réponse et des éléments qu'on souhaite mettre en avant demain. Merci à vous. Monsieur Fitaman, vous vouliez tout à l'heure vous exprimer avant qu'on passe à la deuxième séquence. Oui, alors c'était pour m'exprimer sur la question du trafic, mais je vais y revenir, mais je voulais juste compléter un peu ce qui vient d'être dit pour répondre aussi à Madame Paulet. Je pense qu'on a souvent une vision d'une déchetterie qui arrive dans une ville. On voit ça comme quelque chose de négatif et comme une source de pollution. Ça a longtemps été perçu comme ça.
Il y a vraiment, je crois, un changement depuis quelques années. Il y a des exemples en France qui le montrent, et c'est ce on veut faire à Waterloo avec cette déchetterie nouvelle génération, où le but de cette déchetterie, c'est justement de lutter contre la pollution et contre les déchets polluants. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Et ce qui vient d'être évoqué par les deux personnes référentes de la MEL, c'est le fait que ça vient compléter un nouveau schéma directeur de gestion des déchets qui a été voté au mois d'avril, qui va se déployer dans les années à venir, dont le but est bien de prévenir le déchet et de le réduire. Donc, à long terme, il faudra peut-être, l'activité des déchetteries sera amenée, on l'espère tous, à diminuer. Mais en attendant, c'est ce qui avait été expliqué à la première réunion, c'est que la métropole lilloise est en déficit de déchetterie pour gérer les déchets. C'est ce qui explique en partie qu'on a malheureusement des dépôts sauvages un peu partout, parce que soit il y a la queue aux déchetteries, soit parce qu'il y a, voilà, elles sont engorgées, ou elles sont trop loin, etc., etc. Donc, on a un besoin vraiment d'avoir des déchetteries pour mieux gérer les déchets, trier et recycler, et finalement, au bout de tout ça, lutter contre la pollution. Donc voilà, je voulais juste apporter cet éclairage sur cette vision de la déchetterie qu'on peut naturellement avoir, qui est plutôt négative à la base, et essayer de faire comprendre aux habitants de Waterloo que ça va être quelque chose, c'est quelque chose de positif en réalité dans la lutte pour l'environnement. Voilà. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point sur la question du trafic, et juste préciser, pardon, aussi sur le premier point, qu'en parallèle de tout ça, il y a aussi dans les collectivités et la ville, la MEL déploie le zéro déchet. Il y a les composteurs qui sont déployés, il y a les biobox, il y a vraiment beaucoup de dispositifs qui se développent, et dans la ville de Waterloo, on en développe aussi, et ça fait partie de ce qu'on a de prévu dans les années à venir, de développer les biobox, les composteurs, le zéro déchet. Donc tous les citoyens peuvent participer à ça. Et pour revenir donc sur la question du trafic qu'évoquait M. Follet, c'est vrai que, bon là j'entends qu'il y a des études qui vont être menées un petit peu, et comparées aussi avec ce qu'on a aujourd'hui sur le Mendes France, avec la déchetterie municipale qui est ouverte 7 jours sur 7. C'est pas gagné que ça va pas réduire le trafic, mais est-ce que le trafic d'une façon générale dans la ville de Waterloo est amené à se réduire? C'est une autre question, peut-être avec l'arrivée du tramway, mais ça ne devrait pas être la déchetterie forcément qui va amener plus de trafic, puisque si on prend la partie où vous habitez, Monsieur Follet, par exemple, on peut imaginer que quelqu'un aujourd'hui qui habite au Plouy, à la ZUP de Beaulieu, au centre de Waterloo, finalement, va passer devant chez vous peut-être pour aller jusqu'à la déchetterie. Bon, demain, il passera peut-être plus chez vous parce qu'il s'arrêtera avant, puisqu'il tournera à gauche pour aller à cette nouvelle déchetterie. Et finalement, donc il y a une partie du trafic qui passe aujourd'hui pour aller à la déchetterie de Roubaix devant chez vous que vous n'aurez plus. Bon, il y aura peut-être une autre partie du trafic qui viendra de Roubaix. Donc l'un dans l'autre, on ne sait pas trop au final comment ça va s'équilibrer. Par contre, il y a un point important que je voulais souligner et qu'il faut peut-être anticiper, c'est la question des camions qui seront amenés à trafiquer par la nouvelle déchetterie. Là, il serait peut-être important de penser dès le départ, si c'est possible, à ne pas les faire passer entre le pont du Sartel et la déchetterie, et de privilégier l'accès par l'antenne sud et une zone qui est beaucoup moins habitée, à savoir le cimetière, et on arrivera directement de la déchetterie. Donc ça, je ne sais pas si c'est prévu, mais en tout cas, ça, éviter que les camions de la déchetterie passent par les parties habitées, ça me paraît important. Il y a une étude effectivement de trafic camion qui a été lancée. Voilà, par rapport notamment à leur destination après vers les filières ce qu'on appelle les filières, c'est les évacuations, hein. Donc vers les centres de recyclage et de valorisation soit du nord, soit du sud. Et en effet, on privilégie, je pense que ça s'appelle encore comme ça, l'Eurozone. Voilà, côté cimetière, j'ai ça, mais il y aura peut-être des aménagements, voilà, selon après les directions que prendront les camions. Mais en effet, la priorité qu'on se donne aujourd'hui, en tout cas pour la majorité des filières de recyclage, c'est de passer par, en fait, à droite en sortant de la déchetterie. Alors, c'est une étude, c'est un objectif. Est-ce que ça pourrait être une règle qu'on se fixe, et quelque chose qu'on impose aux prestataires des filières et aux camions de Estera, si demain c'est Estera? Alors, ça, on imposera, ça même, c'est des choses dans les études d'impact dont on parlait tout à l'heure, c'est des choses qu'on impose justement aux prestataires.
Par contre, comme je le disais, j'ai toute confiance en mes collègues de la direction de la voirie et on va leur. Je les ai déjà lancés d'ailleurs sur cette étude. On les lance sur cette étude-là et après, j'ai confiance à ce qu'ils définissent la meilleure chose avec cette consigne, effectivement, que les poids lourds ne circulent pas devant des secteurs d'habitat. Merci. Je vous en prie. Bien. Vigilant. Bien, alors comme je suis un peu aussi la maîtresse du temps et que je dois essayer d'emmener tout le monde vers 19h45 en passant des séquences, là on a pris un petit peu plus de temps sur cet atelier, juste pour passer au suivant. Est-ce que quelqu'un a une remarque à faire sur l'amplitude horaire ou si on pense que ça, à l'instant T, on est plutôt d'accord, enfin, ou en tous les cas, on admet les éléments que j'ai donnés? Est-ce qu'on a envie de parler du dimanche après-midi ou ça, on sait qu'on pourra peut-être en parler la prochaine fois. Donc, bon, si personne… Excusez-moi, ce serait intéressant quand même le dimanche après-midi. Enfin, moi, je suis plutôt contre. Hein. Oui. D'une part, pour justement peut-être des questions de tranquillité, de diminution du trafic, essayer de respecter au moins cette plage horaire-là du dimanche après-midi. Et puis, bon, je suis pas un fanat du travail le dimanche après-midi, pas seulement pour moi, mais surtout comme principe. Donc, je ne sais pas si d'autres personnes veulent s'exprimer sur le sujet, mais voilà, j'espère qu'on n'ouvrira pas le dimanche après-midi. Très bien. Ok, c'est clair. C'est clair. Oui, allez-y, Monsieur Follet, je vous donne la parole. Activez votre micro. Oui, je voulais rebondir sur le dimanche après-midi. C'est vrai qu'on a envie d'être tranquille. Le problème, c'est que nous, habitants du boulevard Pierre Mendès France, le dimanche après-midi, les motos, ça circule très fort sur le boulevard et on n'est pas tranquille. Donc, à la limite, ouvrir le dimanche, ça ne me dérange pas du fait que je suis déjà dérangé dimanche par les motos qui passent tout le temps. Donc, moi, ça ne me dérange pas de se déranger encore plus, en fait, finalement. Voilà, c'est une parenthèse. Merci. Ça, on appelle ça traiter le mal par le mal. Hein. Mais bon, peut-être que… Bon, on a deux points de vue qui sont contradictoires. Je pense quand même que c'est difficile de se prononcer sur… Il y a un point de vue de principe qui est bien noté hein, avec M. Fitaman et que c'est vrai que c'est bien des fois de pouvoir se reposer et d'avoir des plages qu'on détermine comme ça où on peut se reposer. On peut estimer que déjà ouverture le dimanche après-midi, c'est bien. Je pense néanmoins que ce sujet-là, il sera beaucoup plus, on en reparlera mieux peut-être la fois d'après, quand plus tard en mai, nous aurons le deuxième temps d'atelier avec sur les fonctions, les fonctionnalités de la déchetterie. Ça reviendra forcément. Mais en tous les cas, on ne voit pas que nos zones de réemploi, si elle existe, elle peut aussi avoir lieu le dimanche matin et les autres jours de la semaine, et pas forcément le dimanche après-midi. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la séquence suivante. Si on pouvait juste me réactiver le diaporama. Et donc là, le sujet, c'est la performance environnementale. Donc, sur la performance environnementale, donc pareil, hein, j'aurai des petits appuis tout à l'heure, des appuis techniques s'il y a des questions techniques. Donc, donc HQE, ça va être un bâtiment HQE. HQE, ça veut dire haute qualité environnementale. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait un bâtiment HQE? C'est qu'il doit répondre à 4 critères qui sont, on va dire, fermes et définitifs et qui ne sont pas simplement liés à la tête bien faite de Madame Nérins, mais qui sont surtout liés à une réglementation précise et sur laquelle on doit s'aligner. Donc, un bâtiment HQE, qu'est-ce qu'il a? Il a 4 particularités. 1, il doit penser à la qualité de vie. Hein, c'est-à-dire que d'abord, avant même, je dirais, de penser à sa performance énergétique, il doit penser à la qualité de vie, c'est-à-dire c'est de la sécurité, pratique, pas pratique, confort pour notamment les riverains et ceux qui habitent autour. Donc ça, c'est la première chose. Il est dans un environnement et on doit penser à ses effets, à ses conséquences sur cet environnement. 2, il est conçu avec une performance énergétique, c'est-à-dire il n'est pas juste là pour consommer, mais il doit un peu rapporter. Hein. Donc c'est ça l'idée des coûts optimisés. Ensuite, il va respecter l'environnement. Donc c'est un usage raisonné des différentes ressources, de l'énergie, de la biodiversité. Donc encore une fois,
on pense à l'environnement, au sens un peu écologique du terme, et donc il doit avoir des propriétés, des qualités de respect de l'environnement. Et enfin 4, il a un management responsable, c'est-à-dire qu'il doit être conçu dans la concertation, mais ensuite il doit vivre aussi dans la concertation. On va l'évaluer en continu, on va organiser une discussion autour pour voir comment il est perçu, comment il fonctionne, est-ce qu'on est bien avec cet équipement, est-ce qu'on n'est pas bien, et est-ce qu'on doit surtout apporter, en plus de l'évaluation, c'est des éléments correctifs qui vont permettre en permanence une amélioration continue. Donc ça, c'est les 4 propriétés, je dirais, d'un bâtiment HQE. Et ensuite, on aura, s'il le faut, et s'il y a des questions très précises là-dessus, parce que je le redis, je ne suis pas l'expert du technique, même si je comprends quand même les choses, et que je les connais. Mais pour autant, on aura Nicolas Roussat, d'Elsimaï Environnement, qui pourra nous apporter des éléments plus pointus s'il le faut. Donc, ça c'était la première question. HQE, comment ça vit dans son environnement, et vous pourrez vous exprimer. Deuxième question, c'est cette déchetterie, elle va avoir une architecture. Et donc, on a envie de quelle architecture? Là, on vous oriente un peu, mais vous pouvez avoir d'autres points de vue. Est-ce qu'on aurait envie d'avoir une déchetterie avec, je dirais, un design un peu moderne, quelque chose de contemporain dans le paysage? L'intérêt de ça, c'est qu'on en fait un élément un peu signal, repérable. On a pour les déchets un signe extérieur valorisant. Donc ça c'est une piste. Je ne dis pas quelle est la bonne, mais en tous les cas, c'est un type de piste. Ou au contraire, et avec toutes les nuances d'architecture qui peuvent venir entre ces deux extrêmes, est-ce qu'on a plutôt envie qu'elle se fonde dans un paysage, on va dire, patrimonial, historique, avec des briques, avec, comme vous avez l'exemple ci-dessus, qui est un exemple directement importé déjà de votre propre paysage, avec des briques, avec quelque chose qui a une référence plus traditionnelle au paysage architectural dont vous avez l'habitude. Donc ça aussi, c'est une question, un sujet dont on peut débattre aujourd'hui, où on peut apporter des idées. Et ensuite, quelques éléments aussi qui peuvent rentrer en ligne de compte, c'est sur à la fois la gestion de l'énergie et des eaux, donc récupération des eaux de pluie, des panneaux solaires, des chauffe-eau thermodynamiques. La question de l'eau, elle avait été évoquée la précédente fois. Durant le chantier, autre question, mobilisation des entreprises, autre sujet précis, mais autre question dont on peut parler aujourd'hui, la mobilisation des entreprises locales. Donc, c'est bien HQE aussi un bâtiment qui est dans son environnement économique. Quel type de matériaux de construction? Est-ce qu'on va vers l'utilisation de matériaux de démolition? Comment on va gérer les déchets de chantier? Voilà, on a aussi la carte blanche aujourd'hui pour s'exprimer si on le souhaite. Voilà, j'engage la discussion sur l'ensemble de ces éléments. Qui souhaite s'exprimer? Monsieur Chenevière, j'ai vu que vous souriez quand je parlais tout à l'heure. Mettez votre micro. Non, ce sont juste les photos. Effectivement, les photos étaient très, très orientées. J'ai trouvé oui, bien sûr. Non, c'est juste ça. Vous avez raison, il faut toujours partir d'un point pour aller vers un autre. Donc, et c'est toujours, quand on est dans ce type d'exercice, c'est toujours imparfait, mais ça montre, voilà. Et je l'ai bien dit, il y a des nuances entre ces deux polarités. Non, c'est vrai qu'on est dans une zone qu'on peut qualifier, on va dire, de verte, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, il y a ce qu'on appelle des terris qui sont des zones visuellement vertes, on va dire. On est dans une zone, on est un petit peu à l'extérieur de l'urbanisme, de l'urbanité du centre-ville. Donc effectivement, avoir quelque chose qui soit visuellement agréable à regarder, c'est mieux. Je fais référence au Sartèle, il n'y a rien de plus moche, enfin, très clairement. Enfin, c'est une sorte de plateforme pleine de poussière. J'ai jamais eu la chance d'y aller quand il pleuvait, mais ça doit être particulièrement triste. Donc effectivement, ça doit être intéressant d'avoir quelque chose qui soit un appel aussi aux yeux. On est quand même sur
une zone de passage, donc un endroit où on passe, ce serait pas plus mal que ce soit agréable à regarder. Voilà. Merci. Alors, une autre expression. Je le dis, Monsieur Fitaman, je vais vous donner la parole. Juste, je dis que, alors, Madame Laurine, je ne sais pas si c'est votre prénom ou si c'est votre nom de famille, vous avez posé une question là sur le chat que je n'ai pas prise tout à l'heure, qui était liée au dépôt sauvage, etc. Ce que je vous propose, c'est qu'on la garde pour le 3e temps, parce que du coup, ça rentre aussi dans les sujets un peu paysagers, que là, on se consacre aux questions que j'ai soulevées, et on reviendra sur votre question dans le 3e temps de notre séance de ce soir. Monsieur Fitaman, je vous donne la parole. Alors je ne me souviens pas l'avoir demandé, mais ça me va très bien. Pardon. Mais comme vous avez décoché votre micro… Encore un acte manqué. C'est pas grave, j'avais quand même quelque chose à dire. Sur la question des chantiers, des économies d'énergie, oui, je pense qu'on fait tous le vœu que le bâtiment soit le plus HQE possible et qu'il intègre bien les différents critères d'exigence conformes à cette norme. Donc là, on fait confiance à la MEL et aux prestataires pour bien respecter ça. Après, je n'ai pas d'avis particulier. Quand même sur le type d'architecture, mais je crois qu'on va en fait déborder sur la 3e et dernière question, qui est l'aménagement paysager aussi un peu. Hein. C'est évidemment, quand on voit les 2 photos, bon, il n'y a pas photo, justement. Et, bien sûr qu'on souhaiterait quelque chose de plutôt moderne et design. Et je pense que cette intégration, cet aspect paysager ou design, il va jouer aussi sur l'acceptation par la population de la déchetterie. Donc, oui, s'il faut choisir entre les 2 modèles, évidemment, celui de gauche. Avec, en plus, quand on regarde la photo de gauche, et c'est un peu ce qu'évoquait M. Chenevière, moi, je voudrais qu'on étudie fortement, donc je ne sais pas si c'est là ou si sur la 3e question paysagère, la possibilité de couvrir au maximum la déchetterie, pour plusieurs raisons. La première, ça peut être par rapport à la pluie, bon, voilà, le confort des usagers. La deuxième, c'est par rapport à l'éventuel envolement des poussières, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, prévoir une structure qui peut peut-être anticiper ça. Et la troisième, elle est la plus importante, et elle va rejoindre encore la question paysagère. Oui, le site PCUK est une zone en voie de reconversion naturelle. Enfin, ça a vocation à être pleinement un site naturel, et un des objectifs voilà, qu'on a à la ville de Wattrelos, c'est de complètement revaloriser ce site qui aujourd'hui, comme le disait M. Follet, est malheureusement source de nuisances. Enfin, on en parle surtout pour des nuisances de motos, de gymkhana. L'objectif, c'est vraiment que ça s'arrête et que les Wattrelosiens et puis les habitants de la métropole puissent profiter au maximum de ces sites PCOIK. Et on est vraiment très mobilisé à la ville de Wattrelos pour le revaloriser. On le fera avec la MEL, bien sûr, mais ça doit devenir un vrai site naturel et pas juste une source de nuisance. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que l'intégration de la déchetterie sur ce site, elle doit être la plus paysagère, la plus naturelle possible. Donc, quand je parle de la couvrir, c'est aussi parce qu'il y a un objectif qui est en haut de ce qu'on appelle le mont Kuhlmann proprement dit, le site le moins pollué aujourd'hui, où il y a le plus d'arbres qui ont repoussé, qui est juste derrière l'emplacement de la future déchetterie, c'est de rendre le haut de ce site à la promenade, en fait, et même de faire un ou 2 belvédères qui offriront une vue sur les environs et le site naturel. Donc, si on pouvait prévoir que le site soit le plus recouvert possible, et pourquoi pas, s'il y a une toiture, faire par exemple une toiture végétalisée pour qu'elle s'intègre le plus naturellement possible au site, j'aimerais que ce soit possible. Ok, contribution en direct. Merci. Merci à vous. D'autres expressions? Oui, Monsieur Follet, allez-y. En fait, pour rebondir avec Monsieur Fitaman, en fait, la question que je me pose aussi, en tant que propriétaire du secteur, est-ce que mon bien immobilier ne risquerait pas de baisser avec l'arrivée de la déchetterie, justement, si on n'améliore pas la beauté de cette déchetterie?
Si je peux me permettre une petite… alors ça, c'est un sujet, je me permets d'y répondre comme ça. Hein. Votre sujet, en fait, il est récurrent. Et il est récurrent avec toutes les installations classées pour la protection de l'environnement. Voilà. Donc ça, nous, on le voit dans tous nos dossiers que nous avons sur toute la France. Ce qui fait qu'il y a 3 ans de ça, j'ai demandé auprès de notaires des études pour voir le prix de l'immobilier autour d'ICPE. Il apparaît, et ça, là, Madame Nérins ne savait absolument pas que j'allais dire ça, donc personne ne m'a amené à le dire. C'est juste, je me permets parce que j'ai l'information. En fait, il apparaît que partout où il y a des ICPE qualitatifs et qui permettent une gestion sur les territoires correcte des déchets, finalement, le prix de l'immobilier augmente parce qu'on va avoir une qualité de vie qui va se créer sur ce territoire. Donc, c'est à l'inverse de ce qu'on peut… Et on l'a même vu, je vais vous le dire, c'est le comble, c'est-à-dire dans des endroits en France où nous avons des incinérateurs, des unités de valorisation énergétique, hein, où on va créer de l'énergie en brûlant des déchets. Donc, je peux vous dire que quand on amène ce type d'équipement, les gens ne sont pas toujours très ravis. Eh bien, pour autant, 5 ans plus tard, on voit que le prix de l'immobilier a augmenté, il n'a pas baissé. Voilà, c'est comme ça. Ça peut être vérifiable, donc ça peut être vérifiable chez n'importe quel notaire. Quand on compare, en fait, c'est l'idée qu'il y a une dynamique sur un territoire de bonne gestion des déchets qui va d'une manière globale sur une dynamique générale. Voilà, je m'arrête parce que mon rôle n'est pas d'apporter des informations, c'est d'animer. D'accord. J'ai une autre question en fait. J'ai l'impression que ça peut amener des nuisibles autour de cette déchetterie. Est-ce que vous avez des études par rapport à ça ou même au niveau des odeurs par rapport aux déchets qui vont être déposés? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des soucis, nous, habitants de Waterloo? Alors, très bonne question, Madame Nérins. Oui. Alors, on avait même eu un projet une fois pour la petite histoire sur… à côté à Vandeville, à côté de l'aéroport de l'Équin, on avait une remarque justement sur est-ce qu'on ne va pas ramener des oiseaux. Donc, quand on parlait des nuisibles, je pense que c'est plus les rats ou ce genre de… Donc, déjà, nous, on a un état on a l'obligation d'avoir un état de dératisation permanent, c'est-à-dire qu'on a je ne sais pas si vous voyez ça des fois dans des halls de gare ou d'immeubles, des petites boîtes en fait anti-rats. Donc ça, c'est quelque chose qui sont contrôlés périodiquement. Je ne sais plus si c'est tous les mois ou tous les trimestres, mais bon, ça, c'est une obligation qu'on a sur les déchetteries d'avoir un état de dératisation permanent. On a des fois des tops, c'est pareil, comme d'autres paysagers, on s'occupe d'éliminer ces tops. Mais bon, sur la question des odeurs, c'est vrai que c'est une crainte qui est aussi beaucoup reprise par rapport aux déchetteries. Donc, en fait, sur la déchetterie, on n'accepte pas déjà, il faut le savoir, c'est important, on n'accepte pas d'ordures ménagères. Donc, tout ce qui est déchets susceptibles de se décomposer, à l'exception des déchets végétaux, on ne les accepte pas. Vous n'allez pas pouvoir ramener votre fond de poubelle en déchetterie. Donc, ça, déjà, c'est contrôlé à l'entrée. On a un contrôle des apports à l'entrée par les agents d'accueil. Donc, ça, ce n'est pas autorisé. Ce n'est même pas repris dans notre arrêté d'exploitation. C'est contrôlé par la préfecture, c'est interdit. Il y a déjà ça, donc là, il n'y a pas de déchets susceptibles de se décomposer, à part, comme je disais, les déchets verts. Les déchets verts, c'est vrai qu'ils peuvent se décomposer. Sauf que sur les déchetteries, victimes de notre succès, on a tellement de… Comment dire ? On a un temps de rotation de benne qui ne permet pas aux déchets d'arriver à la décomposition des déchets verts et qui amènerait des odeurs, en fait, avec des jus, des jus de déchets verts, etc., comme un petit peu sur le principe du compostage. Donc, les bennes de déchets verts, ou les casiers au sol, si demain c'est des casiers au sol, ce n'est pas des temps suffisants pour que les tontes ou les feuilles aient le temps de se décomposer. Alors, même s'il y en a un, par exemple, qui a mis 3 jours à ramener son sac de feuilles et que ça a commencé à se décomposer dans son bac ou dans sa remorque et qu'il dépose ça en déchetterie, par rapport au volume de déchets verts de déchetterie, ça va pas avoir un impact, en fait. Donc ça, il n'y a pas de problème d'odeur sur les déchetteries. Et pour revenir, je me permets, parce que
par rapport à l'aménagement paysager, c'est vrai qu'on a une volonté forte, sans vouloir lancer de fleurs à la mêle. Je pense qu'on a toujours eu assez de volonté d'avoir des espaces de déchetterie qui soient assez qualitatifs. Pour reprendre une expression d'un de mes anciens chefs, on n'est pas là pour faire des boîtes à savon. Donc, enfin voilà, on a entre guillemets du mal à vendre nos déchetteries, voilà, par rapport à leur insertion sur le territoire. Mais après, je suis peut-être pas objective, mais c'est vrai que je trouve on fait autre chose que des boîtes à savon. Notre dernière déchetterie, par exemple, c'est la déchetterie de Mons. Elle s'intègre bien dans l'environnement. Il y a la déchetterie de Seclin. Juste à côté, il y a le Leclerc Drive et le centre de tri de la Poste. Bon, elle a quand même une autre allure, je trouve, dans la zone, c'est une zone industrielle de l'île Seclin. Elle a quand même une autre allure que les équipements qui sont juste à côté. On essaye vraiment d'apporter du qualitatif, aussi bien architectural que paysager. Mais bon, encore une fois, je ne suis pas objective, je pense. Mais voilà. Madame Nérins, si vous êtes d'accord, je vais passer la parole à Nicolas Roussat qui peut peut-être, en fonction des différents points de vue, des choses qui ont été exprimées, apporter son regard d'ingénieur et faire le lien entre HQE et toutes ces questions de qualité de vie. Nicolas Roussat. Merci Madame Pern. Alors pour déjà compléter la réponse de Marie-Kelle sur les nuisibles et puis les nuisances, nous on est un bureau d'études spécialisé sur les sites de traitement et de gestion des déchets. En fait, on n'a quasiment pas de soucis sur les déchetteries parce que comme l'a très bien dit Marie-Kelle, vous n'avez pas de déchets organiques. Ce qui va attirer les nuisibles, c'est les restes de nourriture, etc. Et c'est ce qui va provoquer les odeurs aussi. Alors que sur les déchetteries, vous allez plutôt trouver des gravats, des meubles, de l'électroménager, un peu de déchets de jardin, mais qui se décomposent quand même difficilement. Et donc, vous avez assez peu de nuisibles et vous n'avez pas de problème d'odeur. Ça, c'est vraiment pas des problèmes qu'on rencontre sur les déchetteries. Pour compléter sur le HQE, donc ça a été très bien expliqué par Madame Pernin sur les différentes cibles que vous pouvez avoir sur le HQE. Donc c'est vrai que le HQE est construit pour tout type de bâtiment, c'est-à-dire y compris des logements et des bureaux. Donc on ne va pas pouvoir tout adapter à la déchetterie, mais on va avoir quelques points centraux, mais vous les avez soulevés. Un, c'est on va dire l'intégration de la déchetterie dans son milieu, dans son environnement. Donc vous avez parlé des futurs aménagements qu'il va avoir sur la zone. On sait qu'on va avoir une zone humide aussi à proximité. Donc, il s'agit que tout ça soit bien intégré, de réduire toutes les nuisances aussi qui sont liées à cette déchetterie. Donc, ça aussi, ça rejoint vos interrogations sur les nuisances, mais y compris les nuisances pendant le chantier. Donc, on peut réfléchir à ce que l'impact du chantier pendant les phases de construction de déchetterie soit pas trop importante. Et puis, réfléchir aussi à tout ce qui est production d'énergie renouvelable sur le site, récupération des eaux pour entretenir les espaces verts de la déchetterie, etc. Et ça, on est bien avec les services de l'AMEL dans une réflexion de conception globale de la déchetterie avec son site, puisque Marie-Kelle l'avait évoqué, mais on réfléchit à un parcours pédagogique, mais qui va au-delà des déchets, peut-être de sensibilisation à l'environnement avec la zone humide, les terrils de terre polluée qui sont liés à l'industrie qui sont à côté. Voilà. Donc, d'avoir une vision un peu plus large que fonctionnelle de la déchetterie, mais une intégration dans son environnement immédiat, y compris sur des aspects de sensibilisation à l'environnement, de pédagogie, etc. Merci, Monsieur Roussin. Alors, sur nos questions, architecture, HQE, bâtiment HQE, modalité, on va dire, du chantier, de la construction, est-ce que vous avez d'autres points de vue à apporter? S'il n'y a pas d'autres points de vue, si je ne vois pas de main qui se lève, alors, qu'est-ce que vous nous dites, Monsieur Chenevière? Avez-vous des références de déchetterie existantes à visiter sur Internet? Aïe, aïe, aïe. Madame Nérins. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des trucs pour nous faire rêver quelque part en France ou ailleurs d'ailleurs?
Oui, oui. Alors, je me permets du coup, Madame Pernin, de vous citer quelques sites. Alors, vous pouvez aller voir le Smigval Market qu'on a d'ailleurs visité avec Lamel il y a 1 an de ça, qui est une déchetterie basée sur le concept d'être un supermarché inversé, si vous voulez. C'est-à-dire, vous venez avec des déchets et puis vous pouvez repartir avec un certain nombre de produits issus du réemploi ou d'une matériothèque. Voilà. Donc ça, c'est aussi c'est des choses qui sont assez inspirantes et dont on va s'inspirer pour la MEL. Vous pouvez aller voir la déchetterie de Liffré. Donc nous avons que nous avons conçu, LC Environnement, donc qui est en Bretagne. Voilà, vous avez un local réemploi, une question d'intégration paysagère, etc. Et puis, il y en a beaucoup, mais voilà, on est beaucoup alors sur des déchetteries. Alors, comme on parlait de couverture, vous pouvez avoir les déchetteries du Havre, qui sont pour le coup des grosses déchetteries, mais couvertes plutôt en milieu urbain. Mais ça, on pourra vous illustrer le choix. Voilà, mais vous verrez qu'on est sur des concepts de déchetterie qui sont bien différents de ce que vous pouvez connaître sur le territoire de la MEL, où par exemple on a des déchetteries à plat, où on peut déposer plus facilement les déchets, où la circulation est plus facile, où on a plus de réemploi, on a de la matériothèque, on a des bâtiments qui peuvent être conçus avec des matériaux réemployés, etc., dans la logique de réemploi, voilà, avec des services un peu supplémentaires. Mais ça vous permettra un peu de voir à quoi peut ressembler une déchetterie qui a été construite dans les 2-3 dernières années par rapport aux déchetteries que vous pouvez avoir sur le territoire de la MEL. Très bien. Vous avez, merci Nicolas Roussat. Vous avez, Monsieur Follet, dit pourriez-vous mettre en lien plusieurs sites? Oui, ça on pourra le faire, Madame Nérens. Hein, on va vous réunir comme ça où est-ce qu'on va mettre cette information? Sur l'espace de concertation? Je propose, Monsieur Roussac, que vous repreniez les exemples que vous avez cités et que vous joigniez dans une contribution, Très tout bien. simplement sur la plateforme. Avec quelques photos et liens, une description rapide des sites qui vous donne un aperçu de ce qui peut être fait. Voilà, donc merci. Ça y est, là, c'est impeccable, donc ça sera fait, on a géré en direct, y compris où est-ce qu'on mettra l'information. Alors, merci. Est-ce que sur ces questions-là, même si j'ai bien conscience qu'on va vite, mais voilà, est-ce que vous avez quand même, vous avez d'autres éléments à apporter ou est-ce qu'on passe au troisième et dernier sujet? Je regarde les têtes. Non, c'est bon. Pas de, voilà. Ok, très bien. Alors, on va aller sur l'aménagement paysager et la biodiversité. Et en même temps, je le dis, on répondra à une question de Madame Laurine ou de Laurine tout court, je ne sais pas, qui sur les dépôts sauvages. Hein, on répondra à ce moment-là. Alors, aménagement et biodiversité, quelques éléments à savoir. D'abord, sur une installation classée pour l'environnement, pour la protection de l'environnement, il y a une obligation de faire une étude faune-flore. Alors, c'est quoi? Eh bien, on donne à quelqu'un dont c'est le métier, mission pour aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de la biodiversité sur le terrain sur lequel on va implanter, là en l'occurrence, la déchetterie. Cette étude faune-flore, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre de recenser les différentes espèces animales, végétales, mais aussi les habitats, comment se nourrissent ces espèces, comment ils vivent. Effectivement, s'il y a une zone humide, là, on en aura une à côté, enfin, etc. Tout ce qui est la thématique biodiversité sur le site. Elle doit se faire obligatoirement en 1 an, puisque l'écologue qui fait le travail doit normalement étudier chaque saison et finalement les espèces qui vivent, comment elles vivent en fonction de chaque saison. Et au bout d'1 an, il produit son rapport, donc là qui sera terminé son étude, fin juin 2022,
avec une vision d'un an, une vision complète de ce qui se passe durant cette période. Donc les questions aujourd'hui, c'est quelle intégration paysagère, hein, le plan local d'urbanisme ne fait pas de, enfin, je veux dire, ne donne pas des mentions particulières. Quelquefois, ça peut arriver. Le plan local d'urbanisme peut être assez directif sur un certain nombre de choses, sur par exemple des espèces à protéger. Ce n'est pas le cas ici, hein. Pour autant, ça ne veut pas dire que et puis aussi, il peut faire mention par rapport à des haies ou par rapport à des éléments du paysage sur lesquels il faut être vigilant. Le PLU, en l'occurrence ici, ne fait pas de mention particulière. Voilà, mais pour autant, on se pose la question ensemble, quelle intégration paysagère? Et puis ensuite, on se pose la question, quelle action pour la biodiversité? Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a des choses, bon, est-ce qu'on met des hôtels à insectes? Est-ce qu'on met des ruches? Je dirais que ça, c'est à minima. Est-ce qu'on met des habitats pour les oiseaux? Toujours ça, c'est des nichoirs. C'est ça, avifaune, hein, ça veut dire nichoir. Moi, je dis nichoir, mais le terme scientifique, c'est avifaune. Bref, est-ce que là, sur ces sujets-là, vous-même, vous avez des idées, vous avez vu d'autres choses ailleurs, vous avez envie de vous exprimer? Allons-y. Alors, peut-être qu'on peut, puisque la conversation s'engage moins facilement que sur les autres sujets, il y avait ce propos sur la zone Mendès-France. Le boulevard était sujet à dépôt sauvage. Alors, on a eu un début de réponse tout à l'heure. Mais est-ce que quelqu'un peut reprendre peut-être la parole, apporter un commentaire là-dessus, puis après on repart sur les questions de paysage et de biodiversité, le dépôt sauvage étant un sujet de paysage par excellence. Madame Nérins. Je veux bien me lancer, Madame Pernin. Oui, allez-y, allez-y. Hop, et vous pouvez rétablir ma vidéo, hein. J'ai terminé mon coup de fil malencontreux. Alors, effectivement, là-dessus, donc j'ai bien dans le chat. Et effectivement, ce qu'on peut constater sur le territoire de la Melle, mais pas que, c'est un phénomène effectivement de dépôt sauvage qui est assez embêtant par rapport à ce qu'on souhaite faire et mettre en place. Sachez qu'aujourd'hui, il existe des obligations sur les prestataires exploitants des déchetteries de ramasser les dépôts sauvages autour du site. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien décrit d'un point de vue contractuel. Et aujourd'hui, on est en pleine consultation pour renouveler nos marchés publics d'exploitation de nos déchetteries. Et on a intégré à l'intérieur du cahier des charges une obligation beaucoup plus forte et beaucoup plus précise sur finalement, dès qu'on a un dépôt sauvage aux alentours de la déchetterie sur telle ou telle zone, le prestataire se doit de les enlever dans les 24 heures. Donc voilà, globalement, c'est quand même des éléments de réponse. Aujourd'hui, il y a un dispositif, mais qui n'est pas parfait. À compter du 1er janvier 2022, et ça va arriver donc très vite, autour des déchetteries, on aura vraiment ce dispositif renforcé. Et nous, si jamais le dépôt sauvage n'est pas pris en compte assez rapidement, encore une fois, on activera des clauses contractuelles vis-à-vis de notre prestataire pour aller les ramasser le plus vite possible. Ensuite, le deuxième point, c'était par rapport au schéma directeur qu'on a évoqué tout à l'heure des déchets ménagers. Aujourd'hui, les dépôts sauvages, globalement, ça veut dire que si ce n'est pas déposé au pied de la déchetterie ou autour de la déchetterie, mais un petit peu plus loin sur le boulevard Mendès-France, il s'agit d'une compétence propreté qui tombe du coup dans le champ de la compétence de la commune et de la ville de Wattrelos. Aujourd'hui, voilà, la MEL travaille avec les villes pour réfléchir sur des questions de propreté. Est-ce qu'on peut aider les communes à faire ce travail-là aussi de gestion des dépôts sauvages? Et là, voilà, c'est une porte ouverte. C'est des réflexions qui vont s'ouvrir dans le cadre du schéma directeur. Aujourd'hui, on n'a pas les réponses sur comment ça va s'agencer dans les années à venir. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est des éléments que nous, on prend en compte au niveau de la MEL et la problématique des dépôts sauvages et de manière générale, hein, le développement durable et l'environnement dans le schéma directeur ont vraiment une place forte et on essaiera d'être vraiment très vigilant dans les années à venir là-dessus. Merci. Donc, ça veut dire que quand on a une déchetterie, on a plutôt moins de dépôts sauvages que quand on n'en a pas.
Alors, il y aura des gens qui vont venir pendant les périodes de fermeture, pendant les nuits déposées, mais a priori, ça sera enlevé rapidement. Plus Très rapidement, en tout cas, que si ce n'est pas à côté d'une déchetterie. Merci. Monsieur Fitaman. Oui, j'avais une question de savoir si la rue du Bec prolongée, c'est-à-dire une fois qu'on tourne boulevard Mendès-France pour rentrer, on va dire, sur le site, est-ce que cette rue du Bec va être une voie publique ou est-ce que ça va être une voie privée? Et la question complémentaire qui est un peu derrière ça, c'est-à-dire que la grille éventuellement qui fermerait le site, se trouverait-elle au bord de l'avenue Mendès-France ou à l'intérieur? Parce que si elle se trouve au bord de l'avenue Mendès-France, on va dire juste après le passage piéton qui est prévu aujourd'hui, ça éviterait les dépôts dans cette rue-là. Par contre, si c'est un cul-de-sac un peu abandonné et que l'ouverture se fait plus loin, là, c'est vrai qu'il y a un risque de dépôt sauvage. Bon, clairement, c'est déjà un endroit de dépôt sauvage aujourd'hui, même si de moins en moins parce qu'on a pris des mesures par rapport à ça. Mais voilà, est-ce que ça va être une voie privée ou est-ce que ça va être une voie publique? Alors, je ne vais pas vous mentir, on n'a pas. Je ne vais pas me répondre. Je ne vais pas vous mentir, on n'a pas encore étudié où on allait positionner le portail. L'entrée de la déchetterie, elle sera bien le long de l'usine existante, là, comme j'avais indiqué sur le rectangle rouge. La voirie d'accès, elle va être tirée de ce terrain-là jusqu'au carrefour rue du Bec. Maintenant, la position du portail, c'est vrai qu'on ne l'a pas étudié. Le souci, c'est que si on met un portail à l'entrée de cette voirie d'accès, bah, ça nécessite de clôturer aussi toute la zone humide. Ça pas, franchement, je ne vous cache pas, ça n'a pas encore été étudié. Il faut savoir que par contre, la suite de la rue du Bec, comme vous l'appelez la rue du Bec prolongée, qui allait vers l'ancien hameau, en fait, elle servira par la suite de zone d'accès en fait, au terril de phosphogypse, où il y a un projet d'apport de matériaux qui est prévu. Mais ça, c'est des études 2025-2025, enfin des études. C'est des études qui ne sont pas encore entreprises et c'est un aménagement qui est prévu en 2025-2026 par les collègues. En fait, il y a une étude de requalification, vous savez certainement en étant de la ville, une étude de requalification de la zone PCUK qui va être menée en phase 3. D'accord. Mais c'est une très bonne remarque. En effet, si on ne clôture pas à ce niveau-là, il y a des risques, il y a des dépôts sauvages le long de la voirie. Ou à défaut de clôturer, si c'est une voie privée, disons que la surveillance du site et son entretien serait à la charge du prestataire. Ça arrangerait, nous, au niveau de la ville. Oui, bah, de toute façon, comme l'a dit Aurélien, ce qui est prévu, enfin, M. Boulin, c'est ce qui est prévu, c'est que dans le futur marché d'exploitation, on a déjà aujourd'hui, dans un périmètre de 50 mètres autour des déchetteries, de ramasser les dépôts sauvages. Voilà, ils sont assez réactifs en général, hein, les exploitants, il n'y a pas de souci. Mais oui, il ne faudrait pas qu'il y ait une voie qui apparaisse comme un délaissé et qui amène à des dépôts sauvages. Tout à fait. Mais on a une vidéosurveillance qui est mise en place sur toutes les déchetteries, mais bon, ce n'est pas la vidéosurveillance qui empêche la malveillance. Donc, Bon, en tout cas, c'est un point de vigilance, quelle que soit la solution. En effet, ça a été soulevé par quelqu'un sur le chat et il faudra qu'on soit vigilant sur ce point-là. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Alors, sur le paysage, d'autres expressions? Ou la biodiversité? Ah. Bon, je repose une question alors. Hein. Allez-y. Moi, je n'étais pas du tout au courant de ce projet de zone humide, donc c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on a une idée quand même de ce à quoi ça va ressembler? Est-ce qu'il va y avoir un étang? Dans quelle mesure ce sera accessible au public? Un peu, beaucoup, pas du tout? Alors, en fait, le projet de zone humide, j'allais dire, étonnamment, il est déconnecté du projet de déchetterie. En fait, il ne fait pas partie du projet de déchetterie.
Et c'est en fait une réserve que se sont pris les collègues en charge de l'aménagement, de la requalification du site PCUK, qui se sont gardés en réserve des aménagements qui vont avoir lieu de l'autre côté du site PCUK, où il va y avoir des zones humides potentiellement impactées. Et donc, cette zone-là, elle va venir en compensation d'aménagements qui sont prévus au niveau du triangle de l'Hers, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la fameuse méthode éviter, réduire, compenser. Quand vraiment on ne peut pas éviter de détruire une zone humide par l'aménagement d'un projet, on doit s'engager à compenser cette destruction par une nouvelle zone humide ou la restauration d'une autre zone humide ou la création d'une nouvelle zone humide sur un autre site. Donc, c'est un projet qui est pas, en gros, c'est une réserve. C'est une réserve foncière pour une zone humide. Mais aujourd'hui, elle n'est pas encore définie et aménagée. Bah, en tout cas, elle participera de l'aménagement paysager des abords de la déchetterie, ça c'est indéniable. Très bien. Ce que je vous propose, si on n'a pas plus d'éléments sur ce volet, je regarde parce que je ne veux pas couper l'élan de quelqu'un. Oui, allez-y, Monsieur Chenevière. Votre micro. Le micro, voilà, ça va. Parfait. Mais il me semble, tout en début de réunion, avoir vu un des premiers slides où vous parliez de compostage. En quoi ça consistait exactement? Alors, en fait, c'était surtout pour... Alors ça va être... je vais donner la parole à Madame Nérins, mais pour se remettre dans le contexte, nous avons 2 ateliers de discussion, un aujourd'hui et un autre plus tard. Je vais vous redonner toutes les dates précises après. Et en fait, on va dire les fonctionnalités de cette déchetterie nouvelle génération, dont un espace de compostage, voilà, ça fait partie des sujets dans les fonctionnalités. Voilà. Madame Nérins, vous pouvez être peut-être plus précise que moi. Plus précise, je ne sais pas, mais en tout cas, je voulais rassurer quand on parle de compostage. Ce sera pas, je vous rassure, ce ne sera pas un site de compostage, ce ne sera pas des andins, voilà, ce sera juste si on vraiment met cette fonction de compostage sur la déchetterie, ce sera, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de les voir, ce qu'on appelle les composteurs collectifs. Donc, c'est des grands bacs qui font à peu près 3 mètres de long et à peine 1 mètre de hauteur, dans lequel on peut amener ces déchets alimentaires. Je vous rassure, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça ne sent pas du tout. Bon, il y en a un à côté de chez moi. Voilà, c'est pour amener les restes de repas et surtout tout ce qui est épluchure, en fait, ou fleurs fanées, etc. Et voilà, c'est quelque chose qu'on veut développer de plus en plus, notamment dans les centres-villes. Aujourd'hui, à la MEL, il n'y a pas forcément de collecte des biodéchets. La collecte des biodéchets, c'est une obligation qu'on a à l'horizon 2023. Et voilà, ça serait soit, entre guillemets, un composteur de démonstration pour montrer aux usagers comment ça fonctionne, soit peut-être même pour un jardin pédagogique qui serait à côté. Voilà, donc c'est vraiment pas... je veux dire, c'est pas du tout un site de compostage au sens industriel, je vous rassure. C'est vraiment plus pour une vocation de démonstration pédagogique. OK. Bien. C'est bon pour vous tous? Bon. Ce que je vous propose, c'est qu'on repasse en revue peut-être des éléments, voilà, des petits éléments pour se dire comment les choses vont se passer. Donc, nous sommes dans une concertation qui se déroule du 19 avril au 4 juin, je rappelle ces éléments.
Vous avez un espace ouvert sur la plateforme de concertation de la métropole européenne de Lille sur laquelle vous pouvez intervenir et apporter des questions ou des commentaires ou d'autres idées qui viendraient. Vous avez un questionnaire qui est toujours en ligne, qui a été ouvert il y a plusieurs semaines, mais vous pouvez continuer à intervenir. Et puis, aujourd'hui, nous avions le premier atelier participatif et nous allons avoir un deuxième. Je vais tout de suite vous donner les dates. Et vous avez enfin des registres qui sont des registres matériels en mairie de Waterloo et au siège de la métropole européenne de Lille si vous voulez venir inscrire un commentaire sur un cahier. Et on est encore en période de concertation, on est encore en concertation sous type de visioconférence compte tenu de notre crise sanitaire, même si les choses s'ouvrent tout doucement, pour autant on poursuit de cette façon-là. Alors, prochaines étapes à retenir, les dates à retenir. Donc, le prochain atelier, ça va être le jeudi 27 mai à partir de 18 h, même modalité qu'aujourd'hui, sur la conception et le fonctionnement pratique de la déchetterie, c'est-à-dire vraiment sur ses fonctionnalités. Le vendredi 4 juin à minuit, c'est la fin de la concertation préalable. Ça veut dire que tous les outils, finalement, qui ont été mis à votre disposition deviennent figés, c'est-à-dire qu'on s'arrête là en termes de recueil des questions et des différents avis. Ensuite, il y a une période qui va du 4 juin minuit, enfin on va dire du 5 juin jusqu'à 1er juillet, mais je vais revenir là-dessus, où en gros, on regarde tout ce qui a été dit et on produit un avis avec l'ensemble des éléments qui ont été apportés à la connaissance de tous et à la concertation, c'est-à-dire les éléments émanant des ateliers, les éléments émanant de tous les outils que je viens de citer. Hein, et on en fait un propos construit avec, c'est pas juste quelque chose qui sera passé dans la tête de communicants, mais avec aussi des extractions de paroles pour bien montrer que la vie, il tient compte de tout. Et enfin, donc le 1er juillet, la date est en jaune parce qu'on a une séance de restitution le 1er juillet à 18 h, mais c'est encore, ça doit être calé encore avec les agendas des élus. Et donc, on attend que cette date soit définitive, nous soit donnée. Voilà comment les choses vont se passer. Je vous incite, je l'avais dit l'autre fois, mais vous avez participé, c'est très bien, et on a fait une réunion de bonne tenue avec chaque fois des réponses qui ont été apportées, mais vraiment, je vous incite autour de vous, si vous avez des gens qui s'intéressent à ce sujet, à les faire participer sur les différents outils que je vous ai cités tout à l'heure. Voilà, donc plus on est, et plus il y a des gens qui donnent un point de vue, et plus c'est intéressant pour ensuite les contours que cet équipement pourra prendre. Je vous remercie. Je vous remercie de votre participation. Je vous dis à la prochaine fois, j'espère. Je vais juste demander à Madame Nérins de rester avec moi et à notre assistance technique, juste pour qu'on puisse ensuite décrocher ensemble. Et puis autrement, je vous remercie tous d'avoir participé et vous n'avez qu'à décocher, quitter, voilà, pour retourner ou aller à votre soirée. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci, Au revoir. Bonne soirée, au revoir. À la Au revoir, soirée, monsieur merci. Follet. Bonne soirée.